le titre intitulé de ma présentation est la violation de l'Europe. Et avec ça, je commence la session, si vous voulez, asiatique de cette conférence. Parce qu'après moi, il y aura aussi des orateurs d'Asie. On commence avec, à partir de 2008, dans le cadre d'un grand projet indo-pakistanais, et dans le centre asiatique pour l'art contemporain de Almaty, un événement organisé. C'était une conférence avec le nom l'orientalisme, qui était relié à un livre publié par Saïd qui s'appelle aussi Orientalisme. Il y a des avertissements contre l'occidentalisation de l'Orient. Les participants de cet événement, ils ont insisté sur le fait que l'axe entre l'Est et l'Ouest est en train de se perdre. Et donc, l'exotisme, qui à une époque était une des caractéristiques principales de l'orientalisme, aujourd'hui va s'égarer, va se perdre. Et c'est comme si la planète Terre n'est plus une sphère, mais elle devient quelque chose de plat. Et selon certains, les préoccupations de Saïd sont des préoccupations justifiées aussi dans le tourisme, dans la conservation de l'unicité culturelle. Les cultures de l'Asie centrale donc partent d'un contexte social qui montre aussi une tradition douloureuse d'isolement. Cet isolement est influencé pas seulement par la position géographique, parce qu'on est loin, mais aussi par des problèmes d'isolement culturel de ces régions. Et cet isolement est toujours présent chez les citoyens des pays de l'ex-Union soviétique. Excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil de mon discours. Ok, voilà. Donc, moi aussi, je ne suis pas une exception, et c'est pour ça que je voulais vous montrer le procès de la création de l'orientalisme de l'Est, et surtout en Kazakhstan. Je commence à analyser la tactique du monde globalisé, qui, dans le cas idéal, nie l'existence du centre et de la périphérie en soi-même. Dans le XXe siècle, le Kazakhstan était historiquement un pays de style nomade, avec les nomades, et donc avec une influence périphérique de l'islam. Puis l'islam est devenu aussi l'objet de la soviétisation. Dans les années 30, on a commencé à importer la culture européenne, bien sûr à travers la censure soviétique. Et tout ce qu'il y avait dans le pays, c'était donc des nouveautés qui avaient une influence assez grande dans le pays entier. Les premiers artistes qui allaient à l'université, donc qui allaient dans les écoles de Moscou et de Leningrad, de Saint-Pétersbourg, ont commencé à retourner dans notre pays dans les années 50-60, et ils nous racontaient donc de l'utilisation de langage selon les modalités aussi soviétiques, mais il y avait aussi il parlait aussi de nos coutumes nationales comme quelque chose d'exotique. Ici, on le voit. Voilà, on peut passer aux autres images. Donc la méthode de s'imprenter les formes culturelles au dehors de la pratique et du contexte était une méthode particulière parce que l'art avait des objectifs établis et qui étaient des objectifs pratiques, c'est-à-dire de montrer un nouveau type d'homme, un nouveau type de société sans division, donc sans division de classe ou ethnique. Et la génération suivante d'artistes locaux
se baser sur un concept déclaratif de l'art appliqué des nomades, à partir des pétroglyphes de l'âge du Moyen Âge. Dans les années 60 et 70 du siècle précédent, on a la présentation de certaines peintures dans les langues nationales, ethniques de notre pays, et puis aussi dans l'esprit de trouver les racines historiques. Et comme vous vous êtes aperçu, les artistes, avec ces pensées, ils exprimaient ses propres pensées à travers des peintures modernes. Mais il ne s'agit pas d'une imitation, mais il s'agit plutôt d'être partie de la culture européenne. Donc c'est un appel, c'est aussi, si on veut, un message pour montrer qu'on fait un acte de fidélité. Donc c'est une question d'identité qui, au Kazakhstan, pour la première fois, arrive dans les années 60 et 70, et surtout sous l'influence de Matisse, de Picasso et aussi d'autres. Et cette synergie était la base d'une transformation de l'orientalisme soviétique. Et on arrive à ce phénomène, comme je dis, dans les années 60 et 70. Dans ce contexte d'avertissement de Saïd, comme on a dit au début de ma présentation, donc éviter l'occidentalisation, il y a une coïncidence très curieuse. Il y a deux vecteurs d'orientalisme. Et ça, on peut aussi le rapprocher aux pensées de Saïd et de ses successeurs dans l'Orient soviétique, parce que cette partie du monde a été complètement isolée. Et Alexander Etkin, dans l'ouvrage Internationalisation, il a montré les raisons des insuffisances de cette région, mais il n'offre pas de solution pour cette situation. Et la position c'est la position d'un pays invisible qui montre les efforts paranoïaques de l'Europe. Et le gouvernement du Kazakhstan, à chaque année, dépense beaucoup de différents millions pour la présentation du pays dans le contexte international, et toujours avec un esprit d'orientalisme. Et donc, il s'agit d'une habitude, d'un ethos qui se répète dans le pays à travers les traditions et aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Après la chute de l'Union soviétique, le Kazakhstan a été le dernier pays qui a déclaré son indépendance. Et il est ironique de constater ça. Les autres républiques ex-soviétiques, au début, étaient un peu hésitantes, parce que les frontières avaient été créées par l'Union soviétique. Mais en tout cas, il y avait une euphorie. Après l'indépendance, il y a eu l'ouverture des frontières, plus de censure, beaucoup de nouvelles technologies, beaucoup d'accès aux informations. Donc tout ça était un renouvellement du pays, pas seulement économique, politique, mais aussi culturel dans le pays. Un des objectifs principaux du nouvel État était de montrer son historicité. C'est pour ça qu'il y a eu l'épidémie de créer de nouveaux monuments, des monuments avec des chevaux au Kazakhstan qui étaient mis à la place des statues de Lénine. Ici, on voit que la dépendance esthétique changeait. Mécaniquement, on allait vers un réalisme social. Et après la fin de l'époque coloniale, entre guillemets, il y a eu le nationalisme post-soviétique. Et ici,
on voit qu'on cherche de nouvelles formes, de nouveaux contenus. Et aussi, les nouvelles technologies nous aident beaucoup à faire ça, surtout les vidéos qui reconstruisent les anciennes habitudes. Et cette œuvre a été faite à travers les notes de John Kessler, qui a voyagé dans notre pays et qui a été aussi témoin de beaucoup. Il a suivi les rendez-vous d'un couple d'amoureux à travers l'art. Et donc il a donné des images d'orientalisme, il a créé un film, et ce film souligne la tradition de la sexualité avec les yeux de cette partie de l'Asie centrale. Et on utilise aussi le caractère exotique donc de cette région. Il y a aussi beaucoup d'images de figures asiatiques, de chants qui ne sont pas entretenus, et aussi de procédés chamaniques. Le mouvement critique de l'art contemporain au Kazakhstan est caractérisé par une grande similarité avec l'art européen. Les artistes ne veulent plus couvrir les différences entre la forme et le contenu, mais ils veulent jouer avec cette dissonance, avec cette différence. Et ils arrivent à plusieurs types de substances, ils arrivent à utiliser aussi plusieurs types de tissus, de matériaux. Voilà, ici on voit une œuvre qui s'appelle Le Fils de l'Est. Donc c'est un garçon qui est crucifié sur un cercle, et on voit aussi le symbole de Utah, Chanirak, qui est aussi là-bas un des symboles principaux de notre pays, du Kazakhstan. On voit certaines allusions, comme par exemple les œuvres de Da Vinci et des autres. Donc, finalement, il s'agit d'un truc d'Adalberto qui se moque de cette vision sur son propre pays. Il utilise des nouvelles tendances. Et on y voit aussi certaines critiques de Kazakhstan, des amis de l'Arabie Saoudite et des États-Unis pour leur soutien de ce pays à cause des grandes réserves de pétrole. Bien sûr que cela n'est pas le processus qui serait présent à Kazakhstan, mais aussi dans les autres pays. C'est un langage international de la culture de masse et du tourisme de masse qui est prêché par un grand nombre de gens actuellement. C'est comme le fait de copier de façon anonyme cette culture. Ici, vous pouvez voir la façade classique du théâtre, de l'opéra et du ballet à Astana, de la capitale de Kazakhstan. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'éléments qui sont les mêmes que dans les autres parties du monde. Cela peut représenter un certain symbole des nations et des nationalités. L'adaptation de ces symboles, de ces éléments européens représente la technique bien examinée qui caractérise bien notre pays. Vous voyez au-dessus du tympanon l'attelage avec 4 chevaux. Et des déesses qui a
coupé la tête en des rois antiques. Ici, vous pouvez voir la photo du ballet qui vient de l'ère soviétique à Alma-Ata. Là, vous pouvez voir les cornes de mouton qui représentent l'une des caractéristiques de goût dans les symboles typiques pour ce lieu, pour cette région. Vous voyez donc l'orientalisme oriental est devenu un grand acteur dans le processus de la mondialisation. En printemps dernier, un peintre local, Kunaish Bazargaliev, a ouvert son exposition avec l'intitulé Quand tout le peuple est devenu les Kazakhs, et il a complété par une histoire de l'unification des gens, de tous les gens du monde sur le territoire de Kazakhstan dû à une calomnie. Cette œuvre est très importante parce qu'elle implique la préservation, la conservation du patrimoine culturel qui devient la richesse pour tous qui ont survécu cette horreur. Donc, vous voyez vraiment une pratique pour résoudre son dilemme à lui. Et en même temps, on peut le prendre comme une certaine allusion à notre gouvernement de notre pays qui, en ce qui concerne l'histoire d'art, il préfère la politique de masse. Kunaish Bazargaliev a profité, creusé dans l'orientalisme de l'Est parce que si les autres Kazakhs, les autres artistes kazakhs l'auront fait, ça pourrait être présenté comme la violation de toutes les normes. Auparavant, l'ambassadeur de son pays en Grande-Bretagne a demandé au gouvernement britannique d'interdire de Sacha Baron Cohen sur Borat. Borat est devenu le Kazakh le plus célèbre grâce à son type de langage direct. Et il est vrai que quand je passe n'importe quelle frontière et quand les agents douaniers voient mon nom et ma nationalité, ils disent toujours le nom de Borat. Merci beaucoup.